Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous être fidèles pour ce nouveau numéro de votre émission C'est politique. Un numéro consacré entièrement au quai de l'Herva, un dossier important pour le désenclavement de Futuna et le développement économique de nos deux îles. Avec nous ce soir pour en parler, Michael Koulimaitoke, sénateur des îles Wallis et Futuna et élu territorial de la majorité actuelle de l'Assemblée. Bonsoir, Monsieur le sénateur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, l'ami. Et à ses côtés, Marc Coutel, secrétaire général de la préfecture du territoire. Monsieur Coutel, bonsoir. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes récemment arrivé sur Wallis, mais depuis assez longtemps quand même pour maîtriser le dossier. C'est vous qui en êtes en charge et vous travaillez activement déjà depuis quelques semaines, notamment avec la commission de l'équipement. Donc voilà pour les présentations, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous faire un rapide historique de ce dossier du quai de l'Herva. En août 2018, le territoire de Wallis et Futuna signe avec la société Eiffage pour le marché du quai de l'Herva. L'enveloppe arrêtée était de 12 510 728 €, soit près d'1,5 milliard de nos 1,5 milliard de nos francs pacifiques, et c'est un financement Fed, plus précisément le 10e instrument. Le marché prévoyait une période de préparation de 8 mois pour ensuite attaquer les travaux sur une période de 18 mois, soit 1 an et demi. Donc la date initiale de livraison du quai était fixée pour le mois d'avril 2021 et aujourd'hui nous sommes en octobre et toujours pas de quai. On le verra, un certain nombre d'aléas sont à l'origine de ce retard, mais au stade auquel on est, il vaut mieux parler de report. Alors messieurs, que s'est-il passé entre août 2018 et aujourd'hui ? Donc, Monsieur Coutel, si vous avez des éléments récents pour pas faire un compte-rendu exhaustif, mais juste en 2-3 mots. Est-ce que c'est le Covid ? Comme vous l'avez rappelé, il y a eu, en août 2018, il y a bien évidemment eu la signature du contrat, avec endossé par l'Union européenne qui en fait appuie et donne son financement à hauteur de ce qui n'est pas rien, à 12 500 000 €. Ensuite, il y avait la phase de préparation de 8 mois, comme vous l'avez expliqué, et devait s'en suivre la phase de travaux qui devait commencer en novembre 2019. Ce qui s'est passé, c'est que sans nul doute, à cause notamment d'une petite impréparation par rapport à notamment à une stratégie d'approvisionnement en granulats, et les soucis certainement dus à la crise sanitaire, à la pandémie, qui ont retardé essentiellement la livraison du quai, ce qui a donné lieu au retard qu'on connaît aujourd'hui. Mais nous en parlerons peut-être plus tard. La phase de suspension que nous avons connue est susceptible de se terminer incessamment sous peu pour un redémarrage prochain. Monsieur le sénateur, je sais que vous suivez le dossier depuis assez longtemps. Vous étiez même en 2014 déjà dans le circuit pour en parler avec les chefferies. Depuis 2018, est-ce que vous avez suivi un peu plus de près de ce dossier du quai de l'Herva ? Effectivement, depuis 2018, le dossier est suivi bien sûr par l'Assemblée territoriale, comme l'administration. Mais si vous voulez, pour la bonne compréhension de la population, j'aimerais bien revenir un peu en arrière pour dresser un petit historique de ce quai de l'Herva. Créé en 70, bien sûr, fabriqué en 1970. 2 extensions s'en sont suivies en 79 et en 98. Depuis le 10e Fed, qui était initialement prévu pour l'eau potable de Futuna, l'installation de l'eau potable à Futuna, et avec un défaut d'avoir un accord de la population et des chefferies, l'Assemblée territoriale de l'époque a dû modifier la destination de cette enveloppe européenne et donc la reporter sur le quai de l'Herva. Et c'était la même somme initiale ? Initialement, c'était certainement plus important, mais aujourd'hui, avec tous les reports et tous les blocages qu'il y a pu y avoir, il y a eu des mouvements de financement, bien sûr, qui ont dû intervenir. Par contre, en 2014,
octobre 2014, les travaux devaient initialement commencer, débuter en 2014. Mais en raison de désaccords qu'il y a eu avec les chefferies coutumières, qui étaient tout d'abord au début d'accord, et quand on s'est déplacé une deuxième fois avec le préfet Michel Auboin à Futuna, il n'était plus question de maintenir le nouveau quai au même endroit, mais les chefferies voulaient à tout prix le transposer vers les profondeurs. Donc, c'est-à-dire un peu plus loin que l'actuel. Voilà. Donc, le montant n'était plus le même, puisque ça a environné la somme de 17 milliards CFP. S'en suivent après d'autres blocages, comme tout le monde le sait. Et j'estime qu'il y a eu un retard uniquement dû à ces blocages, que ce soit pour des emplois fonciers, que ce soit pour des désaccords locaux à Futuna, une première demande à ce que les travaux soient à la charge d'une entreprise ou d'une association de l'ERVA. Ce sont tous ces éléments-là qui ont fait retarder et qui ont fait que ce chantier n'est toujours pas commencé actuellement en 2021. Et est-ce que vous étiez déjà plus confiant quand quand le marché a été signé en 2018 ? J'estime qu'en 2018, toute l'Assemblée territoriale était partante, dans le sens où le contrat était signé. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec des complications qui ne sont pas non plus attribuées au territoire, ni à l'État, ni à l'Europe, mais avec des difficultés que l'on rencontre maintenant avec la société elle-même. D'accord. Oui, justement, en février 2021, l'entreprise Eiffage initie une procédure de règlement amiable. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? En même temps, quand elle a reconnu les difficultés et qu'elle estimait, toutes ces autres causes, qui ne pas lui être imputable, quand elle a rencontré les difficultés dont on parle, mais en même temps des difficultés qui peuvent être dues à la crise mondiale, s'agissant de la pandémie, de la livraison ou de l'immobilisation de certains matériels, puis ensuite tout ce dont nous avons parlé, sans nul doute aussi à cause d'une impréparation de sa part. Pendant toute la phase de préparation qui aurait dû s'achever en novembre 2019, effectivement, devant les difficultés, la société a entamé cette phase de négociation amiable pour pouvoir résoudre les difficultés techniques et économiques qu'elle estimait rencontrer. Plus exactement, moi, quand j'ai mis le pied sur le territoire, très précisément surtout, quand j'ai mis le pied sur le territoire le 3 juin dernier, cette même date parvenait à l'administration supérieure une demande de suspension des travaux faite unilatéralement par la société Eiffage. Ce que nous avons fortement contesté par un courrier, etc. C'est eux qui ont demandé ils ont à ce que unilatéralement le chantier soit suspendu. déclaré la suspension du contrat, ce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils peuvent pas légitimement faire. Mais bon. Après, il y a le droit, il y a le fait. Sur quel motif ? Quel était le motif en disant qu'ils rencontrent des difficultés, qu'il y avait des difficultés dans l'approvisionnement en matériaux, en granulats, etc. Qu'ils avaient connu des difficultés financières qu'ils ne pouvaient pas surmonter, qui étaient sans nul doute dues à la phase du Covid, et qu'ils voulaient qu'on négocie, qu'on discute les conditions techniques pour pouvoir s'accorder. En tout état de cause, et comme le disait monsieur le sénateur, il y a dû avoir des blocages qui sont passés. Donc moi, je suis très passif, mais j'ai plutôt envie de me tourner vers l'avenir que vers le passé. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'on a eu cette décision de suspension, j'ai été chargé tout de suite d'entamer une phase de négociation avec eux, et qui s'est traduite tout simplement parce qu'il y avait une volonté politique, il y avait une volonté administrative, c'était de sauver le quai. Et c'était d'arriver avec le quai et en même temps d'informer les élus pas à pas. Donc on a entamé cette phase de négociation amiable qui a été faite en visioconférence tout au long du mois de juillet, où nous avons discuté pas à pas les difficultés techniques qu'ils étaient susceptibles de rencontrer. Tout ça en accord avec la maîtrise d'œuvre déléguée, avec la maîtrise d'œuvre, avec le service des travaux publics. Alors avant de continuer, je vous propose maintenant de passer à notre second volet, celui où nous évoquerons justement le financement et on va aussi évoquer toutes ces histoires de délai. Alors messieurs,
D'emblée, on sait déjà que c'est un dossier complexe. Pour le moment, il a fait couler plus d'encre que de béton. Des rapports des maîtres d'œuvre aux différentes notes échangées entre les services de la préfecture, l'Union européenne, la société Eiffage. Je le rappelle encore, l'enveloppe initiale était de 12 millions d'euros. Mais déjà, on parle d'amendement, d'indemnisation. En août 2020, l'année dernière, donc, la société Eiffage demande une indemnisation à hauteur de 3,3 millions d'euros. À l'époque, on parle de cas de force majeure. Vous le citiez, la crise Covid avec tous les blocages et les vols que ça a occasionné. On parle de surcoût logistique aussi, j'en ai entendu parler, de prolongement de délai global. Est-ce que ces sommes demandées sont justifiées et est-ce qu'elles ont été acceptées par le territoire? On est en train d'expertiser, on a expertisé, il y a eu des demandes de la part de la société Eiffage. S'agissant essentiellement de ce qui nous retient, nous, ce que nous estimons légitime, c'est les blocages éventuels, et ça reste à chiffrer en tout état de cause, dus à la pandémie, à la crise Covid. Tout ce qui est, je dirais, différent, tout ce qui est distinct de la pandémie, et tout ce qui regarde la pure responsabilité de l'entreprise, nous, on n'a pas à le prendre en charge. Bien évidemment, quand on a été confronté, on peut essayer de faire la sourde oreille et ne pas vouloir discuter, et ne pas vouloir entamer des négociations avec une société, mais comme je vous le disais, il fallait sauver le quai. Donc il fallait au moins, on peut partir sur les pures stipulations du contrat et rester borné en disant nous on ne bougera pas une oreille, on ne fera rien. C'est pas comme ça qu'on avance une situation. Donc il a fallu entamer une négociation, il a fallu discuter, il a fallu dialoguer et écouter. Parce qu'un marché de ce type, c'est pas qu'un contrat, c'est pas qu'un morceau de papier, c'est pas qu'un écrit, c'est aussi une situation de fait, c'est aussi un document, c'est aussi un chantier technique d'une difficulté majeure, hein, c'est d'une haute technicité, et forcément, quand vous faites un marché de travaux de ce type, on peut pas toujours tout prévoir à l'avance. Donc en même temps, le dossier se construit et les travaux se construisent petit à petit. Bon, on peut imaginer que l'entreprise, à un moment donné, elle connaît des difficultés, et nous, on est quand même dans l'accompagnement, on est obligé, on ne peut pas faire la sourde oreille. Ce qui fait qu'à la fin des comptes, je vous dis, on a entendu leurs arguments, et cette phase de négociation amiable qui a duré tout au long du mois de juillet avec eux, il en est ressorti essentiellement qu'ils avaient connu des difficultés, des immobilisations dues notamment à un approvisionnement et à la mobilisation de certains matériels ou de certains personnels, etc. Ce qu'on est capable d'entendre. S'agissant par contre des choses qui relèvent de leur pure responsabilité, comme la stratégie d'approvisionnement en matériaux, en granulats, etc., l'administration peut éventuellement les aider, mais ne peut pas prendre en charge les éventuels surcoûts qui seraient afférents à cette ça que vous parliez d'impréparation. Oui, un peu. J'ai toujours dit qu'il n'était pas question, quand on abordait les visions, il a été question de sauver le quai, il a été question de faire le maximum pour entendre les doléances de l'entreprise et les prétentions de l'entreprise, surtout sur un point de vue technique pour les accompagner et les aider, et pour que tout le monde se mette d'accord, parce que aussi un contrat, comme je vous le disais, un ouvrage de ce type, il y a des équipes en place, il y a l'entreprise, il y a la maîtrise d'œuvre déléguée, il y a la maîtrise d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage. Il faut qu'il se crée quand même une espèce d'entente sur le terrain, nonobstant tout ce qu'a dit monsieur le sénateur antérieurement, dont on ne parlera peut-être plus, et je pense qu'on n'en parle plus. Il faut qu'il se crée une espèce d'alchimie, il faut qu'il se tente une entente cordiale. Donc à partir de ce moment-là, parfois il y a des mécontentements, ou il y a des mésententes, et le fait d'avoir tout mis, je dirais, sur la table, hein, entre guillemets, et d'avoir fait les personnes se rencontrer, je pense qu'on est arrivé à la situation de déblocage technique en tout état de cause. Monsieur le sénateur, vous, justement, dans votre position de parlementaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, par exemple, sur cette réaction, sur cette demande de Eiffage, comment est-ce que vous appréciez la réaction, le comportement d'Eiffage depuis le début du marché? Eh bien, je pense que le territoire doit se méfier, dans le sens où on est victime de plusieurs contentieux déjà, et j'estime que le comportement d'Eiffage est un peu tributaire à ce passé que le territoire connaît. Je tiens à préciser qu'il y a d'autres groupes qui ont candidaté
pour le marché, qui reste certainement à l'affût de problèmes éventuels avec Eiffage actuellement. Et c'est ce qui me fait craindre de contentieux éventuels par la suite vis-à-vis du territoire. Parce qu'on a pris le plus offrant, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des difficultés que le territoire ne savait pas. Maintenant, au niveau logistique, on se rend compte que Eiffage, comme disait monsieur le secrétaire général, il y a une phase d'impréparation que l'on constate et que l'on observe aujourd'hui. Ça ne fait pas sérieux dans le sens où le contrat a été signé et également avec la confiance mutuelle qui était déjà engagée entre le territoire et la société. Aujourd'hui, il faut préciser également que le territoire a déjà versé une avance de 10% et un préfinancement de 20%. Donc, Eiffage a déjà 30% du marché sans avoir effectué le moindre travaux de ce quai. Il a réclamé, en prétextant bien sûr le Covid-19, le montant total, vous voyez, le montant total de 12 millions que l'Europe a refusé, bien sûr, puisque l'Europe ne lui a versé que 3 000 euros, de manière justifiée, parce que le montant total des travaux du quai, alors que les travaux n'ont même pas débuté, ça me semble complètement extravagant et irresponsable. Voilà. Justement, quand on voit, face à ça, quelle garantie avons-nous aujourd'hui par rapport à la sincérité de cette entreprise? Si je me permets. Sonder les cœurs et les reins, c'est pas mon métier. La sincérité, c'est souvent un terme au point de vue administratif et juridique qui ne convient pas. J'ai en revanche l'intime conviction, après avoir discuté avec les nouveaux dirigeants, la nouvelle équipe, etc., qu'une phase de confiance est instaurée entre nous. Et je vous le dire, il y a une volonté de continuer par des éléments factuels qui font montre de ce que l'entreprise, je pense que c'est tout son intérêt en toute cette cause par rapport à son image de marque. Et ce sont des techniciens, et c'est une entreprise qui est solide. Et je crois avoir compris d'ailleurs que quand on avait signé avec Eiffage, le territoire était tout à fait content d'avoir une entreprise de ce type avec toute la technique qu'on lui connaît et l'expertise en la matière. Je pense que désormais, l'entreprise Eiffage, comme peut-être encore plus qu'avant, a l'intention de poursuivre les travaux. Et pour preuve, c'est que nous avons reçu le 21 septembre une lettre de la part d'Eiffage qui nous disait que, alors même qu'elle avait unilatéralement, comme je vous le disais, décidé la suspension le 3 juin dernier, elle entendait, donc on a reçu le 21 septembre dernier, en nous disant qu'ils allaient entamer les travaux à compter du 2 novembre. De cette année prochain. D'accord. Donc, c'est officiel? Est-ce qu'il y a un document? C'est une communication officielle de la part de la direction d'Eiffage. Tout ça pour dire que la naïveté ne fait pas partie des cercles de l'administration supérieure, ni même on partage la même vigilance avec les élus, avec lesquels on a tout le temps communiqué, avec lesquels depuis lors de la session de juin, je venais à peine d'arriver, j'ai fait une communication au niveau de l'Assemblée pour leur expliquer qu'on entamait la phase de négociation, pour expliquer les visioconférences qu'on menait pas à pas avec Eiffage pour négocier et trouver une solution au plus près des intérêts du territoire. Et j'en ai encore parlé lors de la dernière session extraordinaire. Et donc, tout ça, pas à pas, peut-être qu'en temps masqué, la société Eiffage continuait, et ça je le savais, mais bon, je ne voulais pas m'avancer là-dessus parce qu'on ne savait pas le résultat, continuer de faire les prélèvements de matériaux à tel endroit ou tel endroit à Futuna pour s'assurer de la qualité des granulats dont elle avait besoin, etc. Et tout ça pour dire que la lettre du 21 septembre dernier, elle est ferme, elle est non conditionnelle, elle nous dit qu'ils vont entamer les travaux dès le 2 novembre prochain. Oui, parce que j'entends parler d'un problème de granulats. Oui. Donc je termine. Donc du fait que visiblement ils ont l'assurance de ce que ils vont pouvoir continuer à honorer leurs obligations,
ils ont décidé d'entamer le 2 novembre prochain les travaux et ils nous ont même dans la foulée envoyé le 28, alors excusez-moi pour les dates, hein, le 28 septembre dernier, un calendrier d'exécution des travaux qui aboutirait à une phase de livraison de l'ouvrage au 31 octobre 2022. C'est en tout cas l'engagement d'Eiffage. Alors, est-ce que la question en fait qu'on se pose, c'est est-ce que ce chantier risque de coûter plus cher que prévu, puisqu'il a été signé à 12 millions d'euros, et quand on voit les sommes qui commencent à être réclamées, à être demandées par l'entreprise, est-ce qu'on ne remet pas en doute sa volonté de réaliser les travaux? Dans un contrat, comme je vous le disais, nul ne peut dire qu'il n'y aura pas d'imprévu. D'ailleurs, il y a une enveloppe pour imprévu qui est prévue par l'Union européenne de 1,3 million. Nul ne peut dire en entamant un chantier de ce type, d'une telle technicité, d'une telle difficulté dans l'environnement tel que Futuna, avec un quai en haute mer, avec les solutions techniques qui ont été préconisées par rapport à la variante amenée par Eiffage, nul ne pouvait dire qu'on arriverait à l'euro près ou au franc Pacifique près, exactement à la livraison de l'ouvrage tel qu'on avait décidé à l'avance. En revanche, la marge, c'est pour qu'elle soit la moins importante possible pour l'intérêt du territoire et qu'elle soit la plus légitime possible. En tout état de cause, il est hors de question que le territoire, et ça c'est la volonté du préfet, et j'ai ce mandat, que le territoire débourse 1 euro qui ne serait pas dû. La question est surtout, nous avons essayé, et encore une fois je le répète, quand nous sommes trouvés dans cette situation de blocage qu'il a fallu absolument, on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir le quai, on ne pouvait pas se permettre de faire la sourde oreille par rapport aux demandes d'Eiffage. Donc il fallait à l'encontre d'Eiffage, il fallait discuter. Discuter, ça veut dire en phase technique, des choses techniques compliquées. Il a fallu entamer des phases de vidéoconférence où on a abordé toutes les difficultés, tous les problèmes Et ils nous ont même parlé, à ce moment-là, de différer l'exécution des travaux, parce qu'ils étaient manifestement en retard, ça nul ne le conteste. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de voir pas à pas à partir de quelle échéance, à partir de quel horizon, ils étaient en capacité de nous livrer l'ouvrage. Aujourd'hui, c'est ce qui ressortait des visios que j'ai faites avec eux. Ils avaient proposé des phases, c'était une livraison encore plus lointaine. À force de négociation, on a réussi un peu à raccourcir les délais, donc on en arrive en fait à des délais qui correspondent aux délais initiaux de 18 mois de travaux, dont on arrive actuellement, si on calcule de mémoire à partir d'avril 2021, octobre 2022, comme par hasard, ça fait 18 mois, quoi. Voilà. 18 mois de travaux. Oui. Bon, or, aujourd'hui, ils prévoient de les démarrer en novembre. En novembre. Mais bon, là, ils arriveraient à les terminer, parce qu'ils ont quand même fait certaines choses. Maintenant, ils ne partent pas de zéro. Qu'est-ce qui a été réalisé exactement? Il y a des pales planches qui ont été battues. Ils ont fait venir le concasseur est en place. La centrale béton est fonctionnelle. Enfin, il y a des tas de choses qui sont faites. Donc, je leur fais confiance, parce qu'en même temps, le calendrier dont je vous parle, il a été soumis à la maîtrise d'œuvre déléguée pour sa faisabilité, sa cohérence, sa pertinence. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas un technicien, mais en tout cas, la chaîne technique et la chaîne administrative a été actionnée pour vérifier les dires d'Eiffage. Monsieur le sénateur, quelle est votre analyse par rapport à cette enveloppe? Est-ce que le territoire risque de mettre la main à la poche si jamais... C'est bien ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est que il faut faire attention, il faut rester très vigilant là-dessus, parce que il ne faudrait pas que le territoire ne fasse que ça, subir et supporter des contentieux. Il faut que Eiffage, je ne mets pas en doute sa bonne volonté pour finalement revenir sur sa décision de suspendre les travaux, et finalement s'engage à reprendre les travaux en novembre prochain pour livrer le quai en octobre 2022. Par contre, je sais qu'actuellement la barge est repartie avec le remorqueur en Nouvelle-Calédonie. On n'a toujours pas de granulat. Il y a toujours ce problème de granulat qu'il faut dire.
Et j'estime que il faut qu'on soit en phase avec tout ce qui est engagé dans le contrat. Maintenant, les 18 mois qui sont prévus, c'est un fait, mais j'espère que Eiffage sera à même de respecter ce qui a été contracté avec le territoire et également sa parole et sa bonne volonté d'engager les travaux dès novembre prochain. Alors, on le rappelle, le granulat à Futuna, c'est un véritable problème. Dans le chantier, enfin, dans le marché, c'était prévu qu'ils installent une carrière avec un concasseur. Et j'ai entendu parler du problème de granulat. Est-ce que la qualité de granulat à Futuna est remise en cause? Ils ont visiblement connu des difficultés s'agissant d'une qualité particulière dont je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai bien cru comprendre que s'agissant de béton maritime, il faut une qualité particulière. Et ça ne se trouve pas de partout. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pour cette raison qu'ils ont fait des prélèvements un peu à divers endroits du territoire. Et je ne veux pas prédire l'avenir, mais ils auraient confiance, en tout cas, la volonté du territoire, hein, c'est la stratégie en granulat. Tant qu'on n'aura pas de certitude, nous on veut des certitudes là-dessus, savoir si ils nous donnent des éléments probants par rapport à cette stratégie d'approvisionnement en granulat. Et au cas où ils ne trouveraient pas à Futuna, il faudrait importer. Il faut peut-être importer, il faut qu'à la même année, on se pose la question, justement, et pour les chantiers qui sont à venir, notamment le plan de relance, etc., sur Futuna, il y a pas mal de travaux qui vont se réaliser, qui ont un intérêt majeur. Hein. Donc, il faut peut-être à un moment donné, si le besoin s'en fait sentir et s'il n'y a pas d'alternative, il faudra peut-être se poser la question de l'importation de granulats. Mais un granulat importé, ce serait un coût plus élevé, donc une enveloppe plus conséquente finalement. On verra à ce moment-là, mais si c'est de la responsabilité, ça dépend de quel chantier on parle, ça dépend de quoi on parle. Si c'est quelque chose... Quand on parle du quai de l'Havre. Si on parle du quai de l'Havre, l'espèce, les comptes sont faits, ça sera de la responsabilité d'Eiffage. S'agissant des éventuels autres chantiers, on verra par la suite par rapport aux marchés qui seront lancés. Alors, juste pour clarifier la question financière avant de passer au prochain volet, si d'aventure il y avait justement des amendements, une enveloppe plus lourde, qui devrait assumer? Le territoire, l'Europe, ou on devra faire appel à l'État? Nous avons tout fait, tout demandé à l'Europe pour que, on s'est dirigé vers l'Europe pour obtenir les financements complémentaires au niveau de l'Union européenne. Il y a également un tiers défenseur qui est prévu pour ce cas où l'enveloppe serait dépassée et où il y aurait un cas de contentieux. C'est-à-dire là, qui est assuré par l'Europe, l'Union européenne bien sûr, et par l'intermédiaire également de l'État français. D'accord. Alors messieurs, je vous propose de passer à notre troisième volet. C'est le troisième thème de notre émission. Quelles sont les nouvelles échéances? Mais on avait déjà commencé à l'aborder. Alors voilà, je vous propose... on va revenir un peu sur cette histoire de granulat, sur Futuna. C'est un problème apparemment qualitatif, mais apparemment quantitatif aussi. On aurait les deux sont liés. Mais il y aurait quand même un granulat qui, à Futuna, pourrait faire l'affaire, pas forcément pour le béton maritime. Si, après il y a plusieurs choses. Il y a pour faire du remblai, il y a pour faire des enrochements, tout ça il y a. Alors quand c'est le territoire qui fait le suivi du chantier? Dans un chantier, il y a plusieurs opérations. Il y a le maître d'œuvre, il y a la maîtrise d'œuvre déléguée qui fait le rapport direct avec l'entrepreneur et qui valide ou qui regarde, qui expertise les opérations qui sont faites, si c'est conforme au marché, si c'est techniquement conforme et si c'est adéquat. Après, qui rencontre la maîtrise d'œuvre et qui fait le lien avec le maître d'ouvrage qui est le territoire. Mais avec les histoires de Covid, avec tous ces avions qui n'arrivent plus, est-ce que cette maîtrise d'ouvrage déléguée peut se faire correctement? Oui, oui, ça va se faire correctement. Donc voilà, aujourd'hui, il suffit que l'entreprise reprenne et tout roulerait normalement. On a mis dans les rails les avenants qui conviennent pour avoir en place une maîtrise d'œuvre déléguée. Alors, par un avenant. Alors,
Si vous nous annonciez tout à l'heure une date, novembre de cette année, c'est... pour la reprise Oui, c'est la date qui a été travaux. annoncée par Eiffage, que nous avons acceptée. Donc nous avons accepté, de fait, comme vous le faisiez voir sur la si belle photo tout à l'heure de Futuna, vu le peu d'avancement des travaux actuels, force est de constater qu'il faut bien évidemment prolonger le calendrier d'exécution des travaux pour avoir une livraison de l'ouvrage. Par rapport aux experts et par rapport aux équipes techniques, la livraison de l'ouvrage, comme on le disait quand on a un peu défloré le sujet tout à l'heure, est prévue au 31 octobre 2022. On l'espère, en tout état de cause. C'est l'échéance qu'on espère et qui me semble tenable. Avant d'aller plus loin dans ce thème, je vais vous proposer d'écouter le témoignage du ministre coutumier Safetong à l'Olesio Lamata. Nous lui avons posé la question des garanties que la chefferie du royaume de Singave pourrait apporter sur la question du foncier, ainsi que sur les négociations qu'ils ont entamées avec l'entreprise Eiffage, et enfin sur la question de la carrière qui doit approvisionner le chantier en granulat. Il est au micro de Fatima Parantel et Tuliano Talmofaïa. La situation telle qu'elle est aujourd'hui est claire et sans embâge. Il n'y aura plus aucun conflit foncier. Des accords ont été trouvés. C'est la chefferie qui s'occupera de régler ces choses-là. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres interventions extérieures. Car ce que nous avons acté, nous, chefs coutumiers de Singave, c'est que le chantier du quai se réalise enfin. C'est la volonté du roi et de sa chefferie, en accord avec la population de Singave. Et je pense que c'est aussi le vœu de toute la population de Futuna. Nous voulons que les travaux du quai se fassent. Je pense que les conflits qu'il pourrait encore y avoir sur ce chantier ne seront que des désaccords entre le territoire et la société qui réalisera les travaux. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à fournir toutes les garanties pour que ce chantier se fasse. Nous avons eu des discussions avec la société et nous avons trouvé des accords de principe sur les emplois fonciers. Et ce sont des accords que nous avons trouvés depuis déjà longtemps. Les quelques incompréhensions qu'il y a eu concernaient surtout les embauches sur Futuna. Et comment qualifieriez-vous vos discussions avec la société? Y a-t-il de la sincérité? À certains moments, nous voyons qu'elle se défile sur certains de ses engagements. Certaines avancées ont été trouvées avec l'ancien contremaître. Mais dès que le nouveau est arrivé, il ne voulait pas respecter les engagements faits par son prédécesseur. Mais ce ne sont que des faits mineurs qui n'entraveront aucunement le bon déroulement des travaux. Des désaccords de quelle nature? Des désaccords à propos des emplois, car il y a des principes ici à Futuna. Lorsque l'on réalise un chantier dans un village, on priorise l'embauche dans ce village. Ensuite, on élargit au district de Singave et si besoin est, on pourrait aller chercher du côté de Halo. Mais nous remarquons que la société souvent choisit d'abord ses employés et veut nous imposer les noms qu'ils ont choisis, sans tenir compte de nos discussions en amont. Ils nous ont proposé, concernant certains postes à responsabilité, de prioriser l'emploi local futunien sans distinction de village ou de royaume. Je ne suis pas contre cette idée, mais il faut d'abord regarder la compétence de la personne. Tout comme on sélectionnerait un emploi de ce genre hors territoire.
Pour moi, il faut faire de l'emploi local à condition qu'il y ait les compétences. À compétences égales, on priorisera bien sûr le Futuna. En ce qui concerne la carrière, nous en avons longuement discuté avec la société Eiffage. Mais encore une fois, les premières discussions avec le premier représentant de la société n'ont plus le même sens avec son remplaçant. Au début, il a pu y avoir quelques problèmes avec le foncier. Mais c'est aujourd'hui un problème réglé. Le problème que rencontre actuellement la société avec la carrière est entièrement de son ressort. Mais le terrain en question n'attend plus qu'elle, qu'ils aillent installer leur carrière. Les roches sont disponibles, ils peuvent les prélever et les concasser autant qu'ils veulent et autant qu'ils en auront besoin pour le chantier du quai. Le terrain identifié pour installer le concasseur est mis à disposition, ainsi que la carrière où ils doivent prélever les roches. Tout est à leur disposition. Et nous ne comprenons pas pourquoi ils tardent à commencer. Notre part a été faite. Il ne reste plus que. Alors messieurs, vous l'avez entendu, hein, je pense que vous êtes tous au diapason. Tout le monde veut que ce chantier se fasse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos échanges que vous avez eus sur le terrain avec les chefs coutumiers? En l'occurrence, je suis très heureux d'entendre ce que je viens d'entendre et c'est en droite ligne des discussions que nous avions, les discussions préalables que nous avions ensemble. Moi, je n'ai entendu qu'une chose, qu'il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus d'opposition, tout est réglé au niveau de la chefferie, etc. Donc, quand je le disais tout à l'heure, les quelques soucis conjoncturels ou circonstanciels qui ont pu avoir lieu à un moment donné, ils sont derrière. Et un discours tel que Safetouna, on entendait tout à l'heure, est très très rassurant pour l'avenir. Donc je pense que là maintenant, il faut penser à autre chose, quoi. Est-ce qu'on est en droit de craindre encore des problèmes d'emploi foncier? J'ai pas l'impression. Monsieur le sénateur, vous avez plus la pratique du terrain. C'est sûr. Est-ce que vous avez une autre analyse de ces genres de chantiers sur Futuna? Je pense que, après avoir écouté le Safetouna, ça rassure tout le monde. C'est un discours qui rassure tout le monde. J'espère tout simplement qu'il n'y aura pas de changement d'ici là. Mais je connais Safetouna, je connais la qualité de l'homme. Il tient un discours sincère. Ouais. Et je pense que les discussions ont déjà été menées au préalable avec la société. Et on attend en novembre le début des travaux. Maintenant, il y a cette histoire de granulat, on revient dessus bien sûr, mais je ne sais pas s'il y a eu un accord avec la chefferie pour que la société, suite à ces prélèvements du granulat, est-ce que le granulat de Futuna correspond à la qualité qui était escomptée au départ ou pas? Est-ce qui est mentionné sur le contrat? Ou alors, vu que le concasseur est reparti sur la Nouvelle-Calédonie avec la barge. Justement, ça soulève une question. Ça interroge. Non, il y a un concasseur qui est en place actuellement. Est-ce qu'il a déjà commencé ce concasseur? Il a commencé, il est en fonction. Et il est à peu près à 500 mètres, je crois, de la nouvelle carrière de Matapu, vous voyez, qui était initialement posée. Il y a Matapu 1 qui a fait l'objet des premières investigations et des premières extractions. Et juste à côté, Eiffage a vu que ils avaient des difficultés parce que le site était impropre à l'extraction et il y avait une pente trop raide, etc. Ils ont étendu leur zone de prospection juste à côté, ce qu'on appelle Matapu 2. Et donc je sais que l'extracteur a été positionné à peu près à 500 mètres de là et qu'il a fait des essais et que ça marchait et que ça fonctionnait. Notamment avec des gros blocs qui étaient en place, etc. Donc, et ce site-là était quand même dans les terrains identifiés déjà d'origine. Oui, mais là, sur ce point-là, je pense que les accords ont été trouvés très très récemment.
Alors, quelle est est-ce que vous avez demandé à Eiffage par rapport à son matériel? Parce que justement, pourquoi la grue a été rapatriée? Il y avait des problèmes sur le plan technique, là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps, ils ont trouvé d'autres solutions. Comme disait monsieur le sénateur tout à l'heure, ils ont des solutions de battage à partir non plus de la barge, mais à partir de la terre ferme. Donc, parce que la barge, elle était insuffisamment calibrée, si vous voulez, elle n'avait pas la stabilité suffisante. Donc, ils ont changé leur fusil d'épaule et donc ils font les travaux à partir de la terre ferme. Donc, ça nécessite une grue avec un bras plus long, etc., etc. Je ne suis pas au fait de la technique, et pardonnez-moi, hein, c'est pas mon métier. Mais toujours est-il que justement, ça, c'est le travail d'Eiffage. C'est la direction qu'ils ont entamé qu'ils ont décidé de prendre sur le plan technique et qui fait l'objet d'une expertise ou en tout cas d'une vérification par la maîtrise d'œuvre déléguée et par la maîtrise d'œuvre. C'est sa responsabilité. Et je préfère entendre, moi, qu'une entreprise change son fusil d'épaule parce qu'elle se rend compte à un moment donné que la solution n'était pas techniquement appropriée pour prendre une autre solution. Quoi qu'il en soit, surtout si c'est de sa responsabilité. Alors, messieurs, on va passer maintenant à notre volet suivant, la question juridique, juste pour qu'on comprenne un petit peu mieux quels sont les enjeux au niveau juridique pour ce genre de marché public. Alors, il nous semblait important de clarifier cette question, car nous l'avons découvert au fil de nos investigations. Ce genre de marché public, avec de telles sommes en jeu, vous le disiez, monsieur le secrétaire général, engage les différents protagonistes dans des démarches juridiques à toutes les étapes. Alors, la question est, comment le territoire est-il préparé par rapport à cette question juridique? Et quelle est la place du juriste dans ce genre de dossier? La place du juriste, il y a l'équipe technique, il y a l'équipe juridique. Tous ces gens-là travaillent concomitamment dans l'intérêt du territoire pour garder les intérêts du territoire. La place du juridique, c'est justement le fait qu'on ait fait appel, qu'on ait eu recours à un cabinet d'avocats pour nous assister à partir du moment où, pour préserver les intérêts du territoire, encore une fois je le répète, quand on a su à partir du mois de juin que la partie risquait d'être compliquée. Et comme chaque mouvement, chaque décision, chaque acte dans l'exécution d'un contrat peut être éventuellement mal dirigé, ou parce que c'est compliqué, c'est peut-être aussi un peu mon ancien métier, donc je veux dire, ça peut être compliqué, il vaut mieux se border par un cabinet juridique très spécialisé pour nous assister pas à pas dans l'avancement de ce dossier. C'est pour ça que nous avons recouru au service d'un cabinet d'avocats. Monsieur le sénateur, je sais que vous êtes très inquiet par rapport à cette question juridique, parce que dans le passé, le territoire a fait les frais de quelques, notamment sur la fin du quai de Motautu. Là-dessus, je parlerai au nom de l'Assemblée, bien sûr, puisque ça a fait l'objet de plusieurs débats au sein de l'hémicycle de l'Assemblée territoriale, parce que beaucoup de cas de contentieux ont été engagés par les chefs de service de l'administration, bien sûr, et à la fin, le territoire a été obligé de supporter et de financer, bien sûr. Maintenant, j'espère que l'action du pôle juridique de l'administration supérieure sera à même de prendre des précautions avant que les actions de Eiffage ne s'engagent. Aujourd'hui, je pense que l'Union européenne aussi a pris cette précaution. Et ce qui m'inquiète, dont je vous ai parlé au tout début, c'est que avec le marché, il y a d'autres candidats qui ont soumis leur candidature au départ, qui ont candidaté au marché, qui risquent d'entamer des actions par rapport à Eiffage. Et cette question reste à éclairer. Et je pense que le
territoire, notamment l'Assemblée territoriale, devrait rester vigilante par rapport à ça. Parce que subir et supporter des contentieux, le budget du territoire a des limites. Voilà. Alors, justement, le concurrent de Eiffage a proposé avait été dans une enveloppe de combien par rapport à Eiffage? Non, de toute façon, c'est une enveloppe initiale qui correspond aux travaux. Maintenant, la candidature, après c'est le territoire qui étudie et qui délivre le marché à une société comme Eiffage, bien sûr, comme Eiffage l'a obtenu. Maintenant, auparavant, il y a eu des problèmes avec la société Boyer, et que le territoire a bien en mémoire. Boyer est également derrière ce marché du quai de l'Herrois. C'est ce qui m'inquiète un peu, dans le fond, parce que quand on voit le déroulement des négociations et des blocages avec les retards et des augmentations des risques d'augmentation d'enveloppe, je pense que Boyer reste un peu à l'affût de tout cela. Voilà. C'est ce qui est à craindre. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous avez estimé une enveloppe globale finale, si jamais... Pour faire simple, les inquiétudes, on peut avoir des inquiétudes, mais en même temps, il faut s'en prémunir, et il faut se border, et il faut essayer d'être proactif. C'est ce que nous avons fait à travers la phase de négociation amiable, et comme le disait monsieur le sénateur, par rapport au risque de contentieux, c'est pour cela même que le préfet a proposé, et en même temps en accord avec les élus qui ont tout le temps été associés, à saisir un cabinet d'avocats, parce que c'était la volonté des élus, ça a été dit lors de la session de juin, ça a été entériné lors de la dernière session extraordinaire. Donc le recours au cabinet d'avocats, ça va bien dans ce sens. Après tout, effectivement, il peut toujours avoir des candidats malheureux, des candidats évincés qui sont à l'affût, mais à l'impossible, nul n'est tenu. La seule chose que nous pouvons faire, c'est exécuter le contrat dans les meilleures conditions qui soient et de la façon juridiquement la plus bordée et la plus légitime. Quoi qu'il en soit, les dépassements d'enveloppe, comme je le disais, ne seront pris en charge que dans la limite de ce qui est non pas raisonnable, de ce qui est juridiquement entendable. Un contrat, même Boyer ou quiconque, je n'ai pas envie de citer un quelconque nom d'entreprise. De façon générale, les surcoûts sont dans un marché de travaux, sont inhérents presque à la matière. En l'espèce, le Covid peut être regardé, parce qu'il faut quand même voir les choses de près, comme un cas de force majeure. Ça, c'eût été Boyer, c'eût été quiconque, il les aurait subis lui aussi. Donc il faut aussi tenir compte de cet élément qui est neutre. Donc par exemple, le Covid 2020 ou la pandémie générale mondiale, enfin la pandémie par nature c'est mondial, ou la crise sanitaire à Wallis, elle aurait impacté quiconque qui aurait eu le contrat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une circulaire du Premier ministre, alors de mémoire je ne sais plus, pardonnez-moi, du 9 juin 2020 qui nous dit que en cas de comment gérer les marchés de travaux en cas de surcoûts qui soient demandés par les entreprises qui seraient directement liés ou plus ou moins directement liés à la crise du Covid. Et aussi de négocier des différés d'exécution des contrats. Donc ça, c'est prévu. Là-dessus, sur ce point, nous avons encore une fois tout le temps communiqué avec l'Assemblée, avec les élus, et les choses ont été faites de concert, même les courriers ont été signés à quatre mains par la présidente de l'Assemblée et par le préfet. Et donc, par exemple, le différé dans l'exécution du contrat, et qui devra être soumis à un protocole d'accord, qui pourrait revêtir soit la forme d'un protocole, on appellera ça comme on veut, soit d'un avenant, ça ne doit pas coûter, le différé dans l'exécution du contrat, ça ne doit, par nature, par lui-même, coûter un seul centime au territoire. Ça, c'est simplement neutre. Mais c'est prévu dans la circulaire dont je vous parlais, qui, de façon générale, nous donne un cadre pour gérer les situations de contrats de marché de travaux qui auraient été impactées par la pandémie. Alors,
pour aborder notre dernier thème de notre émission, je voulais vous proposer de revenir un peu sur un état des lieux et de savoir, et la question qui se pose, c'est y aurait-il une solution de repli ? Alors, messieurs, un bref état des lieux du quai actuel, l'actuel existant. Monsieur Coutel ainsi que vous, monsieur Koulimaoitoke, vous avez été récemment visité, voire l'inspecté. Que pouvez-vous nous en dire de ce fameux quai de Leava aujourd'hui ? Personnellement, je pense que dans son état actuel, à part la capitainerie et les pales planches qui ont été installées, c'est tout ce qui a été exécuté comme travaux depuis 2014. Maintenant, Eiffage s'est engagé bien sûr à reprendre les travaux en début novembre et livrer le quai au mois d'octobre de 2022. Je compte tout simplement à ce que Eiffage respecte sa parole et qu'il n'y ait pas de complications quelconques en cours de route. Et je pense que tout Futuna attend avec impatience ce quai rénové et transformé, agrandi, avec le nombre d'années de retard que ça a pris. 2022 sera la bonne année pour Futuna. Est-ce qu'il y a quand même des travaux d'urgence à réaliser pour faire tenir l'existant ? Est-ce que c'est prévu en tout cas Il y a une visite qui est prévue, qui devait être prévue en octobre-novembre par le CEREMA et par un expert métropolitain qui doit arriver. Donc on y fait très attention. Par rapport à ces travaux d'entretien, je peux dire qu'au niveau du territoire, ça a coûté énormément, depuis des années, voire des décennies. Entretien local, en attendant maintenant le nouveau quai en 2022, qui arrangera tout ça en une seule fois. C'est pour ça que le choix de se prononcer sur la construction d'un quai maritime n'était pas un mauvais choix. Oui, c'est sûr. Bon, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord, même les chefs coutumiers de Leava eux-mêmes le disent, il faut que les travaux se réalisent. Mais alors, la question, c'est la question subsidiaire, quoi. Est-ce que c'est envisageable que ce chantier FED, aujourd'hui, capote, ne se réalise pas ? Parce que quand on voit un petit peu comment ça s'est réalisé jusque-là. C'est souhaitable, en tout état de cause, c'est inenvisageable. Que veut dire le mot ? Est-ce que c'est envisageable ? Non. Dans l'intérêt public qui s'attache, l'intérêt majeur qui s'attache à la livraison de l'ouvrage, il y a une urgence, c'est certain. Maintenant, on ne pourra pas malheureusement accélérer les travaux. Nous avons tout fait, encore une fois, plutôt que de rester dans une solution attentiste et de blocage et vouloir rester, être, je dirais, psychorigide juridiquement, avoir un contrat sain, c'est-à-dire un contrat non écorné mais pas de quai, avoir sans livraison du quai. Nous avons tout fait pour que le quai reprenne. La lettre d'Eiffage qui nous dit qu'ils vont reprendre les travaux, je pense que ça fait quand même suite à l'ensemble des négociations que nous avons menées et où ils ont vu qu'il y avait un intérêt général, il y avait un intérêt partagé à continuer les travaux comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, maintenant j'ai bon espoir que ça reprenne effectivement. Toujours est-il, encore une fois, plutôt que de les mettre en demeure de reprendre les travaux et d'aller devant un juge, etc., on a eu la meilleure des solutions qui pouvaient se présenter à nous. Parce que nous avions imaginé, parce qu'on fait encore référence tout à l'heure éventuellement, on a parlé de l'assistance juridique, d'être vigilant. Nous sommes vigilants puisqu'il était question à un moment donné, peut-être éventuellement, de les forcer juridiquement à recommencer les travaux. Eiffage signe encore une fois de bonne volonté. Nous avons un courrier, je dirais, spontanément, avant même que nous ayons fait, au-delà de la lettre de contestation de la suspension, hein. Ils nous ont envoyé le courrier en disant qu'ils allaient reprendre les travaux au 2 novembre. Donc nous serons vigilants le 2 novembre au matin pour savoir si ça a commencé. Je pense que ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci beaucoup. Merci monsieur le sénateur, ainsi qu'à vous, monsieur le secrétaire général. Madame, monsieur, merci de votre attention. J'espère que cette heure consacrée au quai de Leava vous a permis de vous faire une opinion un peu plus juste sur ce chantier. Et nous savons que tous qu'il est indispensable au désenclavement de Futuna. Je remercie ici tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission. C'est politique.
Bonsoir.